journal de l'information. Chers auditeurs d'Ifel FM, bien bonjour à vous, content et ravi de vous retrouver ce matin pour ce journal d'information. Sans plus tarder, voici les titres. 13 février, commémoration d'une tragédie abominable, les explosions nucléaires en Algérie, un crime colonial aux séquelles indélébiles. Sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, entre réformes institutionnelles et enjeux diplomatiques pour une Afrique plus influente. Et Afrique de l'Ouest, une progression de 12% de l'indice de développement du capital humain depuis 2022. Bienvenue. L'Assemblée populaire nationale, APN, organise aujourd'hui une journée d'études en Algérie sur les explosions nucléaires menées par la France coloniale. Qualifiées de crimes contre l'humanité et de crimes environnementaux, l'objectif est de mettre en lumière les effets dévastateurs de ces essais, dont les conséquences sanitaires et écologiques perdurent encore. Le 13 février 1960, la France procède à une explosion, l'explosion Gerboise Bleue, sa première bombe atomique dans le sud algérien. 65 ans après, le drame reste vivace, entre souffrance des victimes et absence de reconnaissance pleine et entière de la part de l'ancien colonisateur. Cette journée vise à sensibiliser et exiger justice pour les victimes et ouvrir le débat sur les réparations des préjudices. Retour sur cet épisode sombre de l'histoire coloniale française en Algérie et ses répercussions avec Fouzi Malade. Mensonges, secrets, déni caractérise toujours ces actes funestes de l'État français quant à son programme nucléaire en Algérie. Jusqu'en 1966, 17 explosions secouent le Sahara algérien. La démarche du gouvernement français. Faut être soufi, historien. Depuis quelques années déjà, ça date pas de 1960, c'était de rejoindre le club très fermé des pays qui disposent de l'arme nucléaire. Un plan préparé des années à l'avance, en connivence avec l'État sioniste. Il ne faut pas oublier aussi que les Israéliens sont allés chercher les experts et avaient un bureau au ministère français de la Défense nationale. Et c'est les Français qui ont mis en place, globalement en tous les cas, la station de Dimona en Israël. Répondant au doux nom de code Gerboise Bleue, les militaires français procèdent à leur premier test atomique sur le site nucléaire de Hamoudia. Cette appellation et ce petit rongeur Fatma Zohra Ben Brahim, avocate, vont déterminer la suite de l'histoire coloniale et de la bombe atomique en Algérie. 13 février 1960, à 7h04, l'ordre de la mise à feu de la bombe est donné. L'engin explosif au plutonium d'une puissance de 70 kilotonnes est 4 fois plus puissant que Billy Boy, la sphère lâchée sur Hiroshima par l'armée américaine. C'est tout un programme dont notre pays a fait les frais, puisque on va faire exploser la première bombe dans la région de Regan, après, soi-disant, avoir écarté la population. Les radiations touchent quelques 40 000 habitants entre 1960 et 1966. L'impact de Gerboise Bleue dépasse toute frontière physique. Le nuage radioactif recouvre l'Afrique du Nord, une large partie du Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Après l'arrêt des explosions, le legs empoisonné de la France coloniale perdure. Les stigmates radioactifs sont vivaces. Jules Moche se présente à l'ONU comme émissaire de la France et demande l'autorisation pour que la France puisse mener des essais nucléaires en Algérie. Il dit que ces expériences vont se faire dans le Sahara, là où nulle forme de vie animale ou humaine n'existe. Donc cet essai est basé à l'origine sur un mensonge politique. La contamination est partout. La biodiversité entame une mutation morbide. Les incidences vis-à-vis de la population ont été énormes. Il y a eu les animaux, mais il y a eu toutes les infrastructures, sans compter celles qu'ils ont laissées, qui étaient irradiées et que nos concitoyens du Sud ont utilisées. Et donc, ils ont perpétué la radiation. La reconnaissance du gouvernement français de ces crimes, le dédommagement des victimes et de leurs familles est toujours en suspens. La déclassification des archives est une étape primordiale vers la vérité et la reconnaissance de la responsabilité des crimes coloniaux.
Et vous pouvez suivre ce matin reportage poignant réalisé à Ergan, épicentre de l'explosion, par notre équipe d'Efriqi FM, où nous avons interviewé des victimes de la bombe nucléaire. Nous quittons l'association avec un constat glaçant. Les radiations n'ont pas seulement touché ceux qui étaient là en 1960, elles continuent d'affecter ceux qui naissent aujourd'hui. J'ai remarqué, c'était beaucoup plus des gens de Bourj Bejmourtar à ce moment-là. Fethia Ba'allal, cadre de santé à l'hôpital de Ergan. À cette époque, il n'y avait pas assez d'investigations radiologiques et aussi il y avait une certaine réticence de la population. Abdelrahman Bahati, ancien directeur du CAC d'Adrar. لها آثار صحية خطيرة على الإنسان وعلى الحيوان وعلى النبات وعلى البيئة وعلى كل ما يتحرك على وجه الأرض. ونحن من خلال معايشتنا ومسيرتنا المهنية في قطاع الصحة لاحظنا هناك ظهور بعض الأمراض الغير مألوفة في منطقة رقان وولاية أبرار في هذه المناطق. أمراض غير معروفة إطلاقا. Et des experts et des juristes appellent la France à remettre les cartes topographiques des sites des explosions nucléaires effectuées durant la période coloniale dans le sud algérien et de nettoyer les sites de ces explosions qui ont eu donc de graves conséquences. La demande des autorités algériennes donc était de nettoyer les sites est tout à fait légitime, déclare dans un entretien accordé à l'agence de presse algérienne APS Patrice Bouvray, cofondateur et directeur de l'Observatoire des armements, un organisme français indépendant spécialisé dans l'expertise et la documentation liée, entre autres, aux essais nucléaires. L'Assemblée algérienne, je vous le disais en début de ce journal, organise aujourd'hui une journée d'études sur le thème les explosions nucléaires en Algérie, un crime contre l'humanité et un crime environnemental. On reste dans le volet commémoration. Le Premier ministre algérien Adel Arbaoui a présidé hier une réunion du gouvernement consacrée à l'examen des préparatifs pour la commémoration du 80e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, consacré par le président algérien Abdelmajid Tebboune comme journée nationale de la mémoire, en hommage aux victimes de ces massacres odieux perpétrés par le colonialisme français, et pour honorer et glorifier ces victimes et leur résistance héroïque pour la liberté et l'indépendance. Sommet de l'Union africaine, second et dernier jour des travaux de la 46e session du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba. L'ordre du jour de cette 46e session comprend de nombreux dossiers et questions importantes liées à l'action africaine commune, dont l'examen des rapports annuels des activités de l'organisation continentale et de ses différents organes, l'élection des membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et l'élection de 6 commissaires de l'Union africaine, entre autres. Dans un discours prononcé hier à l'ouverture des travaux, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a plaidé pour l'unification des efforts africains en vue de réhabiliter l'Union africaine et de conforter sa place sur l'échiquier international. On l'écoute. Le sommet que nous préparons est une occasion exceptionnelle de renouveler la structure institutionnelle de notre organisation, de renforcer sa composition humaine et de lui permettre de faire avancer nos ambitions communes et nos aspirations partagées. C'est en effet l'occasion de consolider les acquis, de corriger les déséquilibres constatés et d'ouvrir un nouvel horizon pour faire entendre notre voix et défendre nos priorités face aux menaces extérieures. Nous voulons une organisation forte et cohérente sur le plan interne qui respecte des normes strictes en matière de gestion financière et administrative. Nous voulons une organisation qui ait une présence de premier plan et un rôle tangible dans tous les domaines de crise, de conflits et de guerres qui ont fini par dominer le paysage sécuritaire et politique de notre continent. Et parmi les sujets qui animeront les débats lors du sommet des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine, donc le samedi 15 février, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, la RDC, où les membres des 2 églises catholiques et protestants sont arrivés aujourd'hui à Goma. Leur mission s'inscrit dans le cadre des consultations des différents acteurs de la classe sociopolitique congolaise pour la cohésion nationale, afin de faire face à la crise sécuritaire qui déchire le pays dans sa partie orientale. L'actualité africaine se poursuit en bref dans ce journal avec Moïse Self. C'est à vous Moïse. L'Afrique en bref. L'Afrique en bref.
RDC. Le général Ulysse de Mesquita Gomez, nouveau commandant de la force de la MONUSCO, a été accueilli à Kinshasa par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Centrafrique. Les agences des Nations Unies ont appelé à un soutien international immédiat et durable aux réfugiés soudanais en République centrafricaine, sans quoi ils risquent de faire face à une crise humanitaire sans précédent. Gabon. Les autorités gabonaises dénoncent un sabotage dans une centrale thermique de Libreville au moment où les coupures d'électricité s'intensifient dans la région de la capitale. Place à l'économie dans ce journal. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a enregistré une amélioration de 12% de son indice de développement du capital humain depuis l'année 2022, selon un rapport publié mardi par la Commission de l'Organisation régionale sur le développement du capital humain. Les détails dans ce sujet signé Mohamed Outia. Le secteur de la santé et de la nutrition a progressé de 10% grâce à la réduction des taux de mortalité maternelle. Le secteur de l'entrepreneuriat, de l'inclusion financière et de l'économie numérique a enregistré une croissance exceptionnelle de 50% portée par l'augmentation de la pénétration d'Internet et le renforcement des infrastructures numériques. Par contre, le secteur de l'éducation, du développement des compétences et de la participation au marché du travail a connu une baisse de 7% en raison de la diminution des investissements publics dans l'éducation, une régression qui met en évidence l'investissement primordial dans ce secteur. Le rapport formule plusieurs recommandations stratégiques à l'intention des gouvernements et des décideurs politiques dans la région ouest-africaine pour combler le gap et les disparités existantes. Le plaidoyer, les politiques et la communication, renforcer la résilience, avoir des suivis et évaluations, améliorer l'infrastructure numérique. Culture, 6 films togolais ont été sélectionnés par le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou 2025. C'est un record de participation pour le Togo, ce qui témoigne de la vitalité et du talent créatif de sa scène cinématographique. C'est le sujet de notre correspondant à Lomé Assouapido. Cette sélection prestigieuse met en lumière la diversité du cinéma togolais avec des films représentés dans plusieurs catégories, à savoir Mikoko d'Angela Kereburu, Ankara, l'héritage des Nana Benz de Sitou Haïté, Toit de papillon d'Alexandre Madina Mfale, Décidé de Jules Koudaya, 112 de Joël Tédéré, Broken Drums de Marcelin Bossou. Par ailleurs, Dogosa Biriga participera au Yenenga Academy, un programme d'échange et de formation pour les professionnels du cinéma. La qualité des jeunes togolais ainsi reconnue dans le microcosme sélectif du cinéma est un motif de fierté nationale. Le ministère de la Communication, des médias et de la culture reste mobilisé pour maintenir la dynamique impulsée par la stratégie nationale de développement du cinéma et de l'audiovisuel adoptée en décembre dernier à Lomé et se poursuit jusqu'à 2030. À Souapedo de Nantien Togo pour Ifrique FM. Nous restons toujours avec la culture, avec l'agenda culturel présenté par André Moillet. C'est à vous, André. Africulture, l'agenda culturel. En Mauritanie, le festival des éco-villages du Sahel se tiendra du 15 au 18 de ce mois dans le village de Lobundu, mais aussi dans le Lahel au Sénégal. En Tunisie, l'opéra de Tunis accueillera Zaharif 25 du compositeur Mohamed Garfi le 21 février. Enfin, en Algérie, la 14e édition du Festival culturel national de Aïssawa sera organisée à Mila du 8 au 11 mars et accueillera des groupes spécialisés dans l'art à Aïssawa, attendus dans plusieurs wilayas du pays. Et on termine avec le sport. L'Algérien Hamza Yassine de la team Madar Pro Cycling a remporté aujourd'hui la 4e étape du Tour d'Algérie cycliste couru entre Batna et Biskra sur une distance de 156 km. Il conserve ainsi le maillot jaune de leader. Le coureur algérien de 27 ans a franchi la ligne d'arrivée en 3h32 minutes et 37 secondes, devançant dans l'ordre l'Érythréen Makilias et l'autre Algérien Najib Mohamed Hassel du MC Alger, crédité du même temps. À l'issue de cette 4e étape, Yassine Hamza a conservé, je le disais, le maillot jaune de leader. Voilà, c'est la fin de ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la météo présentée par Mohamed El Amin.